Donne-moi 40 000 € pour la réception du mariage, m'écrivit Élodie, ma belle-fille. J'ai répondu, travaille et gagne-les toi-même. Quelques instants plus tard, mon fils Antoine m'envoya un message qui me brisa le cœur. Paix, ou oublie que tu as une famille. J'ai lu ces mots 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque lettre était un poignard planté droit dans mon cœur. Cette nuit-là, les mains tremblantes de rage, de douleur, d'années d'humiliation accumulées, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cliqué. Annuler, annuler, annuler tout. Chaque virement automatique que j'avais programmé, chaque paiement mensuel sur son compte, chaque centime que j'avais envoyé pendant des années comme si c'était mon devoir de financer ses caprices. Le lendemain matin, à 10h30, quand mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt, avec les appels désespérés d'Antoine, je savais déjà que rien ne serait plus jamais pareil. Mais ce que j'ai découvert ensuite, ça a tout changé pour toujours. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Amélie. J'ai 63 ans et j'ai travaillé toute ma vie comme directrice régionale pour une chaîne de pharmacie. J'ai commencé tout en bas, comme caissière à 18 ans, juste au moment où j'ai découvert que j'étais enceinte d'Antoine. Son père a disparu avant la naissance du bébé. Il s'est volatilisé comme de la fumée, me laissant seule avec un ventre de 7 mois et des factures à payer. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai ravalé ma peur, j'ai ravalé ma fierté et j'ai travaillé. J'ai fait des doubles services, j'ai travaillé les week-ends, j'ai travaillé jusqu'à ce que mes pieds saignent dans mes chaussures. Mais ça en valait la peine, ou c'est ce que j'ai cru pendant des années. J'ai gravi les échelons dans l'entreprise. J'ai étudié la gestion en cours du soir pendant qu'Antoine dormait chez ma voisine Isabelle. Je me suis cassé le dos pour que mon fils ait ce que je n'avais jamais eu. Université privée, vêtements de marque, une voiture neuve pour ses 21 ans. Je lui ai payé l'appartement quand il a été diplômé, parce que je me disais qu'un homme a besoin de son espace. Tout est sorti de ma poche, tout a été obtenu par mon sacrifice, et il ne l'a jamais, jamais apprécié. Antoine a grandi en croyant que le monde lui devait tout, que l'argent apparaissait magiquement sur son compte chaque mois, que maman serait toujours là pour résoudre ses problèmes, pour payer ses dettes, pour financer son style de vie. J'ai essayé de lui apprendre la valeur du travail. Je jure que j'ai essayé. Mais chaque fois que je lui disais de trouver un emploi, il me regardait avec ses yeux de chiot triste et disait « Maman, je cherche quelque chose qui correspond à mon niveau professionnel. Je ne peux pas accepter n'importe quoi. » Et moi, comme l'idiote que j'étais, je le croyais. Je lui donnais plus d'argent. Je lui donnais plus de temps. Puis Élodie est arrivée. Il y a 3 ans, elle a déboulé dans nos vies comme une tornade habillée en haute couture. Antoine me l'a présentée lors d'un déjeuner de famille. Et dès la première seconde, j'ai su que cette femme était du poison pur. Elle est arrivée avec des talons vertigineux, un sac à main qui coûtait plus que mon salaire mensuel, et ce sourire parfait que seules les personnes habituées à obtenir ce qu'elles veulent arborent. Elle m'a tendu la main comme si elle était la reine d'Angleterre saluant une servante. « Alors c'est vous, Amélie », dit-elle en me toisant de haut en bas. « Antoine m'a tellement parlé de vous. » Le ton était mielleux, mais le message était clair. J'étais la belle-mère, la vieille, celle qui dérangeait. Mais Antoine était complètement aveugle, envoûté, hypnotisé par cette femme qui ne voyait clairement en lui qu'un portefeuille sur pattes, ou plutôt, qui voyait en moi le portefeuille, parce qu'Antoine n'a jamais eu son propre argent. Tout ce qu'il dépensait, tout ce dont il se vantait, venait directement de mon compte en banque. Élodie l'a su dès le début. Bien sûr qu'elle l'a su, c'est pour ça qu'elle est restée avec lui. Les premiers mois furent relativement calmes. Élodie jouait à la belle-fille parfaite. Elle m'appelait « ma petite belle-maman chérie », m'invitait dans des cafés hors de prix où je réglais l'addition, me demandait des conseils qu'elle ne suivait jamais. Mais peu à peu, les demandes ont commencé. D'abord, c'était subtil. « Amélie, il faudrait changer le canapé de l'appartement. Pourriez-vous nous aider avec 500 €? Puis, belle maman,
Nous voulons partir en vacances sur la Côte d'Azur. Il nous manque juste 4 000 € pour boucler le budget. Et ensuite... Amélie, la voiture d'Antoine est déjà vieille. Il lui en faut une nouvelle. Quelque chose de digne de sa position. Je payais toujours. Parce que chaque fois que j'hésitais, Antoine apparaissait avec son visage de petit garçon triste et me disait « Maman, Élodie vient d'une famille aisée. Elle est habituée à un certain niveau de vie. Je ne veux pas qu'elle pense qu'elle s'est trompée sur mon compte. » Et ces mots me déchiraient, parce que moi, je m'étais trompée. Je m'étais trompée en élevant un fils qui mesurait l'amour en euros. Je m'étais trompée en lui apprenant que maman résoudrait toujours tout. Je m'étais trompée en permettant à une étrangère d'arriver et de me transformer en son distributeur automatique personnel. Il y a 6 mois, Antoine a annoncé les fiançailles. Élodie a exhibé une bague en diamant qui a dû coûter une fortune. J'ai demandé qui l'avait payée. Antoine a ri nerveusement et a dit « J'ai mes économies, maman. » Mensonge. J'ai vérifié les mouvements de son compte parce que j'étais encore co-emprunteur de sa carte de crédit. La bague venait de là. 15 000 € que je finirais par payer, d'une manière ou d'une autre. Mais je n'ai rien dit. J'ai souri, j'ai félicité le couple, j'ai ravalé ma frustration une fois de plus. Puis sont venus les plans de mariage. Élodie voulait quelque chose de spectaculaire, digne d'un magazine. Une salle pour 300 personnes, un banquet gastronomique, un orchestre, des feux d'artifice, une lune de miel en Europe. Chaque semaine, elle arrivait avec un nouveau détail indispensable, avec un nouveau caprice que nous devions simplement avoir. Et chaque semaine, Antoine me regardait avec ses yeux suppliants, attendant que j'ouvre mon portefeuille. Mais cette fois, pour la première fois de ma vie, j'ai dit que je ne pouvais pas tout payer, qu'il devait contribuer, que j'aiderais, mais que je ne financerais pas un mariage de conte de fées pour 2 adultes qui ne travaillaient même pas à temps plein. Ce fut mon erreur. Dire non, fixer une limite. Élodie s'est offusquée, Antoine s'est fâché. Et puis, ce message est arrivé, ce maudit message qui a tout changé. Envoie-moi 40 000 € pour la réception du mariage. 40 000 €, hein? Le chiffre brillait sur l'écran de mon téléphone comme une gifle numérique. Ce n'était même pas une question, c'était un ordre. Élodie n'a pas écrit « Pourrais-tu nous aider ?» ou « Serait-il possible que tu participes ?» Non, elle a écrit « J'ai besoin que tu me transfères 40 000 € pour la réception du mariage. C'est ta responsabilité en tant que mère d'Antoine. Je ne peux pas me marier sans une célébration digne de nous. J'attends le virement avant vendredi. » J'ai lu le message assise dans mon bureau à la pharmacie, entourée d'inventaire et de factures. Je venais de terminer un service de 10 heures. J'avais mal aux pieds, j'avais mal au dos, j'avais mal à l'âme de tant d'années à tout porter seule. Et cette femme qui n'avait jamais travaillé une journée complète de sa vie, m'exigeait la moitié de mon salaire annuel, comme si elle me devait quelque chose, comme si j'avais signé un contrat à la naissance qui disait « Amélie financera tous les caprices de sa belle-fille, jusqu'au jour de sa mort. » J'ai respiré profondément. J'ai compté jusqu'à 10. Mes doigts tremblaient sur le clavier du téléphone. J'ai écrit et effacé 3 réponses différentes. Finalement, j'ai écrit le seul mot honnête qui me restait. Non, travaille et gagne-les toi-même. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de regretter, avant que la culpabilité ne me dévore vivante comme elle le faisait toujours, avant que cette voix dans ma tête ne me dise que j'étais une mauvaise mère, de ne pas me sacrifier une fois de plus. 4 minutes. Il a fallu exactement 4 minutes pour qu'elle appelle Antoine pour pleurer. J'ai compté chaque seconde en rangeant mes affaires et en fermant le bureau. Quand je suis arrivée au parking, mon téléphone explosait déjà. 5 appels manqués d'Antoine, 3 SMS, 2 messages vocaux. Je suis montée dans la voiture, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert le premier message vocal, les mains toujours tremblantes. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Bon sang !» La voix d'Antoine était furieuse, désespérée, comme si j'avais commis un crime. Élodie pleure à chaudes larmes.
Elle dit que tu l'as humiliée, que tu lui as manqué de respect. Comment as-tu pu lui dire de trouver l'argent elle-même? C'est notre mariage, maman. Le jour le plus important de notre vie. Et tu agis comme si c'était une fortune. Tu sais très bien que tu as cet argent. Tu sais que tu as économisé toute ta vie. Pourquoi? Pour mourir seule avec un compte en banque plein? Appelle-moi. Règle ça, maintenant. J'ai effacé le message. J'ai ouvert le second. C'était pire. Maman, Élodie dit que si tu ne paies pas le mariage, elle ne se mariera pas avec moi. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu vas détruire ma vie pour être radine, pour être égoïste. Toute ma vie, tu m'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi, que j'étais ta priorité, que tu m'aimais plus que tout au monde. Et maintenant, tu me refuses ça. Maintenant que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime, qui veut construire un avenir avec moi. Élodie a raison. Tu n'as jamais voulu me voir heureux. Tu as toujours été contrôlante, voulant toujours que tout soit à ta manière. Eh bien, je ne suis plus un enfant, maman. Je suis un homme, et je vais me marier, avec ou sans ta bénédiction. Mais si tu ne paies pas, n'attends pas d'invitation. N'attends pas de connaître tes petits-enfants. N'attends plus rien de moi. Jamais. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Des larmes de rage, des larmes d'impuissance, des larmes d'une douleur si profonde que je sentais comme si on m'arrachait le cœur à mains nues. Contrôlante, moi? Égoïste, moi? Moi qui ai sacrifié chaque rêve, chaque désir, chaque centime, pour qu'il ait une vie meilleure. Moi qui ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour qu'il étudie dans la meilleure université. Moi qui ne me suis jamais acheté une nouvelle robe, qui ne suis jamais partie en vacances, qui ne me suis jamais permis un luxe parce que chaque euro supplémentaire allait directement sur son compte. Puis, le dernier message est arrivé. Le message qui a brisé quelque chose en moi qui ne guérirait jamais. C'était un SMS, court, direct, brutal. Paix ou oublie que tu as une famille. Tu décides. Paix ou oublie que tu as une famille. Comme si la famille achetait une adhésion à un club qui s'achetait avec de l'argent. Comme si l'amour de mon propre fils était en vente et que je devais payer la cotisation mensuelle pour le conserver. Comme si 63 ans de ma vie, de mon sacrifice, de mon amour inconditionnel ne valaient rien comparé aux 40 000 € dont Élodie avait besoin pour une fête de 6 heures. Quelque chose s'est brisé à ce moment-là. Quelque chose de profond, d'ancien, d'essentiel. C'était comme si j'avais porté un poids énorme sur les épaules pendant des décennies et que soudain, quelqu'un avait coupé la corde. Le poids est tombé et avec lui sont tombées toutes les excuses, toute la culpabilité, toute la peur de me retrouver seule. Parce que la vérité que j'avais évitée pendant des années, c'est que j'étais déjà seule. Mon fils ne m'aimait pas. Mon fils aimait mon argent. Et quand l'argent disparaîtrait, il disparaîtrait aussi. J'ai démarré la voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique. Les larmes séchant sur mon visage et un calme étrange s'emparant de moi. Un calme froid, calculateur, définitif. Je suis arrivée à mon appartement, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai ouvert ma banque en ligne, les mains désormais fermes, désormais sûre de ce que j'allais faire. Parce qu'Antoine avait raison sur une chose, je devais décider. Et j'avais déjà décidé. Pendant des années, j'avais configuré des virements automatiques sur le compte d'Antoine. 1 500 € par mois pour son loyer, 400 € pour sa voiture, 250 € pour ses cartes de crédit, 150 € pour son assurance maladie, 200 € supplémentaires pour des dépenses diverses qu'il ne précisait jamais, mais dont il avait toujours besoin. Au total, 2 500 € chaque mois, 30 000 € par an, de l'argent qui sortait de mon compte comme un impôt obligatoire pour le crime d'être mère. J'ai ouvert la section des paiements programmés. J'ai vu la liste complète des virements, tous au nom d'Antoine, tous programmés pour le 1er de chaque mois, tous actifs, tous drainant ma vie, mon avenir, ma tranquillité. J'ai déplacé le curseur sur le premier bouton, annuler le virement. J'ai cliqué. Confirmer l'annulation.
J'ai cliqué. Opération annulée, avec succès. Suivant. Annulé. Confirmé. Annulé. Suivant. Annulé. Confirmé. Annulé. Un par un. Méthodiquement, sans émotion. J'ai éliminé chaque virement automatique, chaque paiement programmé, chaque corde qui me liait à un fils qui m'avait transformée en son esclave financière. Annulé. 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 Le mot est devenu un mantra libérateur. Annuler son loyer. Annuler sa voiture. Annuler ses cartes. Annuler tout. Quand j'ai eu fini, je me suis adossée à ma chaise et j'ai regardé l'écran. 0 virement programmé. 0 paiement automatique. 0 obligation envers un homme adulte de 32 ans qui devrait subvenir à ses propres besoins. J'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine, quelque chose de léger, quelque chose qui ressemblait à la liberté. J'ai vérifié mon compte. Le solde était toujours là, intact, attendant de financer ma vie, mes rêves, mon avenir. Pas celui d'Antoine, pas celui d'Élodie, le mien. Il était 23 heures quand j'ai éteint l'ordinateur. Je me suis préparé une tisane, je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu. J'ai attendu que le 1er du mois arrive. J'ai attendu qu'Antoine vérifie son compte et découvre que maman avait fermé la banque. J'ai attendu 10h30 le lendemain matin quand, comme je l'avais imaginé, mon téléphone a commencé à sonner avec le désespoir d'un homme qui venait de découvrir que ses cartes avaient été refusées, que son loyer n'avait pas été payé, que sa vie de luxe venait de s'effondrer. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Je n'ai pas répondu, car finalement, après 63 ans à faire passer tout le monde avant moi, j'avais pris une décision, et cette décision était « c'est fini ». Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, appel après appel après appel. Antoine, Élodie, Antoine à nouveau. Des numéros inconnus qui étaient sûrement eux, appelant depuis d'autres téléphones. Mon portable vibrait sur la table de la salle à manger comme s'il était possédé, s'illuminant toutes les 30 secondes d'une nouvelle tentative désespérée de me contacter. Mais je ne répondais pas. Je suis restée assise sur mon canapé, buvant ma tisane à la camomille, regardant les appels arriver et tomber sur la messagerie vocale, l'un après l'autre. Finalement, après le 23e appel, j'ai décidé de consulter les messages vocaux. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai appuyé sur lecture. La voix d'Antoine a explosé dans mon salon, aiguë, hystérique, méconnaissable. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Ma carte a été refusée au supermarché. Je viens de recevoir un avis de la banque disant que mon loyer n'a pas été payé. L'assurance de la voiture est expirée. Tu as tout annulé. Tu es folle ? Appelle-moi tout de suite. Maintenant. Ça ne peut pas être en train d'arriver. » J'ai effacé le message. Suivant. « Maman, s'il te plaît, c'est sérieux. Le propriétaire de l'appartement me menace de nous expulser si je ne paie pas dans les prochaines 48 heures. Tu sais la honte que je ressens ? » Élodie est furieuse. Elle dit qu'elle n'a jamais vu quelque chose d'aussi cruel, d'aussi vengeur. C'est parce que nous n'avons pas voulu accepter ton refus. Parce que nous t'avons demandé de payer le mariage comme n'importe quelle mère décente le ferait. Maman, s'il te plaît, arrange ça. Réactive les virements. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Quelle ironie. Antoine ne pouvait pas vivre sans mon argent, mais il pouvait vivre sans sa mère. Il pouvait me menacer de me couper de sa vie, de me priver de mes petits-enfants, de m'effacer de son existence. Mais il ne pouvait pas vivre sans les 200 € mensuels que je transférais religieusement comme une idiote. J'ai effacé ce message aussi. Suivant. C'était la voix d'Élodie, froide, calculatrice. Rien à voir avec le ton mielleux qu'elle utilisait quand elle avait besoin de quelque chose. « Amélie, je sais que tu écoutes ça. Je sais que tu es là. Et je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu fais, c'est de la violence financière. C'est comme ça que ça s'appelle. De la violence. Tu as conditionné Antoine pendant des années à dépendre de toi. Et maintenant, quand il veut enfin prendre son indépendance, quand il veut enfin construire une vie avec moi, tu lui coupes tout par dépit.
Parce que tu ne supportes pas l'idée qu'il m'aime plus que toi. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'arranges pas ça dans les 24 heures, je me charge de faire en sorte qu'Antoine te poursuive en justice. Oui, te poursuivre légalement pour toutes les années où tu as profité de lui émotionnellement. Pense-y bien, Amélie. Pense-y très bien. J'ai ri. Un rire sec, amer, incrédule. Violence financière. Moi qui avais vidé mon compte d'épargne pour lui payer l'université. Moi qui avais reporté ma retraite pour continuer à l'entretenir. Moi qui travaillais des heures supplémentaires pour qu'il puisse vivre dans un appartement que je ne pouvais même pas me permettre. Et elle m'accusait de violence. L'effronterie était impressionnante. L'audace, monumentale. J'ai effacé le message avec un sourire aux lèvres. Suivant. Maman, ça suffit. Ce n'est plus drôle. Tu as fait passer ton message. Tu nous as fait peur. Maintenant, remets les virements en place et parlons comme des adultes. Élodie est prête à te pardonner si tu agis vite. Elle dit qu'elle comprend que tu traverses une crise émotionnelle, que c'est peut-être la ménopause ou quelque chose d'hormonal. On peut trouver de l'aide pour toi, maman. Un psychologue, un psychiatre, ce dont tu as besoin. Mais d'abord, règle ça. D'abord, réactive l'argent. Ensuite, on verra comment t'aider avec tes problèmes. Mes problèmes, c'était d'avoir un fils manipulateur et une belle-fille parasite qui me voyaient comme un distributeur automatique avec des sentiments. C'était ça, mes problèmes. Et la solution n'était pas un psychiatre. La solution était exactement ce que je venais de faire. Couper, annuler, terminer. J'ai effacé le message. Il n'y en avait plus. Je me suis servi une autre tasse de tisane. J'ai allumé la télévision. J'ai regardé les informations sans y prêter attention. Mon esprit était ailleurs, traitant des années de manipulation que je voyais enfin clairement. Comment avais-je permis que ça aille si loin? Comment avais-je laissé mon fils me transformer en sa bienfaitrice personnelle? À quel moment l'amour d'une mère s'est-il transformé en servitude? J'ai pensé à ma propre mère. Elle est morte quand j'avais 25 ans, quand Antoine en avait à peine 3. Elle aussi avait été mère célibataire. Elle aussi avait travaillé jusqu'à s'épuiser pour me donner une vie digne. Mais il y avait une différence cruciale. Elle m'a appris à travailler. Elle m'a appris que rien dans la vie n'était gratuit, que l'argent se gagnait par l'effort, que personne ne me devait rien. J'ai fait des ménages à 15 ans pour l'aider avec les dépenses. J'ai étudié avec des bourses parce que nous savions qu'il n'y avait pas d'argent pour les universités privées. J'ai appris la valeur du sacrifice parce que je l'ai vécu, pas parce qu'on me l'a raconté. Mais je n'ai pas enseigné ça à Antoine. J'ai voulu lui donner ce que je n'avais pas eu. J'ai voulu qu'il ne sente jamais la pression que j'avais sentie, la peur que j'avais vécue, l'incertitude qui m'empêchait de dormir. Et en faisant ça, en le protégeant de toute difficulté, en résolvant chaque problème avant même qu'il ne l'affronte, j'ai créé un monstre. J'ai créé un homme adulte qui croyait que le monde lui devait tout, que maman serait toujours là pour payer, que l'argent apparaissait magiquement sans effort. Le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un SMS d'Antoine. « Maman, la banque m'a appelé. Ils disent que je dois 3 500 € sur la carte de crédit. Si je ne paie pas dans une semaine, ils vont affecter mon historique de crédit. Tu veux ruiner ma vie? C'est ça que tu veux? Parce que c'est ce que tu es en train de faire. Tu détruis mon avenir pour un caprice. S'il te plaît, mère, pour l'amour du ciel, arrange ça. » Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. J'ai bloqué aussi le numéro d'Élodie. J'ai bloqué tous les numéros inconnus d'où ils avaient appelé. J'ai coupé les notifications et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti la paix, le silence, la tranquillité. Mon appartement, qui avait toujours été rempli du bruit des exigences d'Antoine, était enfin calme. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que depuis des années. Sans sursaut, sans cauchemar de dettes et de factures, sans cette anxiété constante de me demander si j'aurais assez d'argent pour couvrir les dépenses de mon fils, en plus des miennes. Je me suis réveillée tôt, j'ai préparé du café, et je me suis assise pour revoir mes finances, calmement. J'ai ouvert une feuille de calcul
et j'ai commencé à additionner. 2500 € par mois pendant 8 ans. C'était 240 000 €, rien qu'en virements automatiques. Mais ensuite, il y avait les extras. La voiture neuve que je lui avais achetée il y a 4 ans, 22 000 €. Le voyage en Europe qu'il avait fait avec Élodie l'année dernière, 7 000 €. La caution de l'appartement, 5 000 €. Les meubles, 8 000 €. Le nouvel ordinateur, 2 500 €. Le costume pour sa remise de diplôme, 1 000 à 500 €. Les cadeaux d'anniversaire, de Noël, d'anniversaire de couple. Au moins 15 000 € de plus. J'ai tout additionné. Le chiffre qui est apparu à l'écran m'a coupé le souffle. 301 000 €. J'avais dépensé 301 000 € pour mon fils adulte au cours des 8 dernières années. Et cela sans compter ce que j'avais dépensé pendant son enfance, son adolescence, son université. Rien que dans sa vie d'adulte, alors qu'il aurait déjà dû subvenir à ses besoins, j'avais vidé l'équivalent de 5 ans de mon salaire complet. Je me suis adossée à la chaise, regardant ce nombre. 301 000 €. Avec cet argent, j'aurais pu rembourser entièrement mon appartement. J'aurais pu prendre ma retraite 2 ans plus tôt. J'aurais pu voyager à travers le monde. J'aurais pu vivre ma vie au lieu de financer la sienne. Et il me demandait 40 000 € de plus, comme si les 301 000 précédents ne suffisaient pas. Comme si ce n'était jamais assez. Le téléphone a vibré. Un email de la banque. Alerte d'activité suspecte sur votre compte. J'ai froncé les sourcils. J'ai ouvert le courrier. Il disait qu'il y avait eu une tentative de virement non autorisé depuis mon compte pour un montant de 18 000 €. La transaction a été bloquée automatiquement car elle semblait frauduleuse. Mon cœur s'est accéléré. Tentative de virement depuis mon compte. J'ai appelé la banque immédiatement. Département de la sécurité, David à l'appareil. En quoi puis-je vous aider? La voix de l'employé de banque semblait professionnelle, calme, comme si les alertes à la fraude étaient nattes et son quotidien. Mais pour moi, c'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. J'ai reçu un email concernant une activité suspecte sur mon compte, dis-je en essayant de garder une voix ferme. Il dit que quelqu'un a essayé de virer 18 000 € sans autorisation. Oui, Madame Amélie, laissez-moi vérifier un instant, s'il vous plaît. J'ai entendu le cliquetis d'un clavier de l'autre côté. Chaque seconde de silence me rendait plus nerveuse. Effectivement, ce matin à 6h32, nous avons détecté une tentative de virement depuis votre compte courant vers un compte à la Banque nationale au nom d'Élodie Martin. Le virement a été bloqué automatiquement car le montant dépassait votre limite quotidienne de virement en ligne. Et parce que vous n'aviez jamais envoyé d'argent à ce compte auparavant. Avez-vous autorisé cette transaction? Élodie. Élodie avait tenté de me voler 18 000 € directement sur mon compte. Non, répondis-je, sentant la rage commencer à bouillir dans mes veines. Je n'ai rien autorisé. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse faire ça? Comment a-t-elle accédé à mon compte? David garda le silence un instant. Madame, selon nos registres, la personne qui a tenté le virement avait votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Elle s'est connectée correctement au système. Ce qui a déclenché l'alerte, c'est le montant et le nouveau destinataire, pas l'accès en lui-même. Quelqu'un d'autre connaît vos identifiants bancaires? Antoine. Je lui avais donné accès à ma banque en ligne il y a 3 ans, quand il m'avait demandé de l'aide pour configurer ses propres comptes. Il m'avait dit qu'il ne comprenait pas comment fonctionnait le système en ligne, qu'il avait besoin que je lui montre d'abord avec mon compte. Et moi, comme toujours, j'ai fait confiance. Je lui ai donné mon identifiant, je lui ai donné mon mot de passe. Je ne l'ai jamais changé après. Mon fils y a accès, admis-je, la nausée me venant. Mais il n'avait jamais fait quelque chose comme ça. Madame Amélie, je vous recommande vivement de changer vos mots de passe immédiatement. Je vais également procéder au blocage de toute tentative de virement depuis votre compte, jusqu'à ce que vous veniez personnellement à l'agence pour vérifier votre identité et mettre à jour vos mesures de sécurité. Cela vous convient-il? Oui, s'il vous plaît, faites-le. Ma voix tremblait maintenant. Je ne pouvais pas le croire.
Je ne voulais pas le croire, mais les preuves étaient là, claires comme de l'eau de roche. Antoine, ou Élodie, utilisant ses identifiants, avait tenté de me voler. Pas de m'emprunter, pas de me demander de l'aide, me voler. À 6h30 du matin, pendant que je dormais, ils avaient tenté de vider mon compte. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ?» demandai-je, l'estomac noué. « Un autre mouvement étrange sur mon compte ?» David tapa de nouveau sur son clavier. Le silence s'éternisa. Trop long, trop lourd. « Madame Amélie, je vois plusieurs mouvements qui me semblent inhabituels. Avez-vous autorisé un prêt personnel à votre nom il y a 6 mois pour un montant de 30 000 €? Le monde s'est arrêté. « Quel prêt? Je n'ai demandé aucun prêt. » Il apparaît ici dans le système. Prêt personnel approuvé il y a 6 mois, 30 000 € déposés sur votre compte courant le jour de l'approbation. Mais je vois que le même jour, il y a eu un virement du montant total vers le compte d'Antoine Lefebvre. C'est votre fils? Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais littéralement plus faire entrer d'air dans mes poumons. 30 000 €. Un prêt à mon nom que je n'ai jamais demandé. De l'argent qui est allé directement sur le compte d'Antoine. Comment est-ce possible qu'ils approuvent un prêt sans que j'aille à la banque, sans ma signature? Le prêt a été demandé en ligne, madame, avec votre identifiant et votre mot de passe, avec votre numéro de sécurité sociale. Tout semblait légitime. La personne qui l'a demandé avait accès à toutes vos informations personnelles. La voix de David semblait maintenant préoccupée, presque coupable. « Madame Amélie, je pense que vous devez venir à la banque le plus tôt possible. Et peut-être devriez-vous envisager de parler à la police. Cela pourrait être une usurpation d'identité. » J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblant tellement que je pouvais à peine le tenir. Usurpation d'identité. Mon propre fils avait commis une usurpation d'identité contre moi. Il avait utilisé mes données personnelles pour contracter un prêt de 30 000 € que je devais maintenant rembourser. Et il avait tenté de voler 18 000 € de plus, ce matin même. Combien de plus? Combien de choses savais-je pas? Je me suis assise par terre dans mon salon, parce que mes jambes ne me soutenaient plus. Les larmes ont commencé à couler, chaudes, amères, pleines d'une trahison si profonde qu'elle me brisait en morceaux. Ce n'était plus un fils gâté qui demandait de l'argent. C'était un criminel, un voleur. Et j'avais été sa victime parfaite, la mère confiante qui lui avait donné accès à tout, qui n'avait jamais questionné, qui n'avait jamais vérifié. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse penser clairement, parce que je ne le pouvais plus. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le seul numéro en qui j'avais confiance. Isabelle, ma voisine. Isabelle, la femme qui avait gardé Antoine quand il était bébé pendant que je travaillais. La femme qui avait été plus comme une sœur pour moi pendant 40 ans. « Amélie, qu'est-ce qui se passe? Tu as une voix terrible. » La voix d'Isabelle était chaude, inquiète, exactement ce que j'avais besoin d'entendre. « Isabelle, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu viennes chez moi, s'il te plaît. C'est urgent. » Je n'ai pas pu en dire plus. Ma voix s'est brisée. « J'arrive. Donne-moi 5 minutes. » Elle a raccroché sans poser plus de questions. 5 minutes plus tard, elle frappait à ma porte. J'ai ouvert et je me suis effondrée dans ses bras, sanglotant comme une enfant. Elle m'a serrée dans ses bras, m'a conduite au canapé, m'a préparé une tisane et a attendu que je puisse parler. Je lui ai tout raconté. Du message d'Élodie demandant 40 000 € à l'appel de la banque quelques minutes plus tôt. Chaque mot, chaque détail, chaque trahison. Isabelle a écouté en silence, le visage de plus en plus sérieux, de plus en plus furieux. Quand j'ai eu fini, elle était restée silencieuse pendant une longue minute, traitant l'information. « Amélie, écoute-moi bien, » dit-elle finalement, prenant mes mains entre les siennes. « Ce n'est pas seulement un problème familial, c'est un délit. Antoine a commis une fraude. Élodie a tenté de voler. Et tu dois te protéger légalement avant qu'il ne te fasse plus de mal. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Une avocate. Elle s'appelle Sylvie Moreau. Elle est spécialiste en fraude financière et en cas d'abus économiques familial.
Nous avons travaillé ensemble il y a des années. Laisse-moi l'appeler. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Isabelle a sorti son téléphone et a composé un numéro. Elle a parlé à voix basse pendant quelques minutes, expliquant la situation. Puis, elle m'a passé le téléphone. Elle veut te parler. Madame Amélie? La voix de l'avocate était ferme, professionnelle, réconfortante. Isabelle m'a un peu raconté votre situation. Tout d'abord, je veux que vous sachiez que ce qu'on vous fait a un nom. Abus économiques et fraude financière. Et deuxièmement, je veux que vous sachiez que vous pouvez vous défendre. Mais nous devons agir vite. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? Oui, je peux. Parfait. Apportez tous vos relevés de compte bancaire des 2 dernières années. Tout document que vous avez concernant les virements, les prêts, les cartes de crédit, tout. Nous allons examiner chaque mouvement et nous allons découvrir exactement combien d'argent on vous a volé. Parce que, Madame Amélie, si votre fils a demandé un prêt sans votre consentement, il est très probable que ce ne soit pas le seul. Et nous devons tout savoir avant d'engager des poursuites. Poursuite légale contre mon propre fils. L'idée m'a retourné l'estomac. Mais quelle autre option avais-je? Le laisser continuer à me voler? Le laisser me ruiner? Je comprends. Je serai là à 16h. J'ai raccroché et j'ai regardé Isabelle. Comment en suis-je arrivée là? Comment est-ce possible que mon propre fils me vole? Isabelle a serré ma main. Parce que tu lui as donné trop de pouvoir. Parce que tu as trop fait confiance. Parce que tu as aimé sans limite. Et des gens comme Antoine et Élodie en profitent. Mais c'est fini, Amélie. C'est fini. J'ai passé les heures suivantes à imprimer des relevés de compte, à télécharger des documents, à organiser des papiers. Chaque page que je regardais était un nouveau coup de poignard. Des virements que je ne me souvenais pas avoir autorisés, des débits sur des cartes que je pensais avoir annulées, des mouvements suspects, marqués comme « paiement de service », mais pour des montants exorbitants. 1 000 € pour des services Internet, 2 000 € pour la réparation d'une voiture, 3 000 € pour des frais médicaux, que des mensonges, que des vols déguisés. À 16h précises, j'étais assise dans le bureau de l'avocate Sylvie Moreau, avec un dossier rempli des preuves de ma propre stupidité. Elle a examiné chaque document avec une attention méticuleuse, prenant des notes, faisant des calculs, fronçant les sourcils de plus en plus. Finalement, elle a levé les yeux. « Madame Amélie, d'après ce que je vois ici, au cours des 2 dernières années, votre fils a retiré de vos comptes environ 220 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. 220 000 €, presque un quart de million. Toutes mes économies, tout mon travail, tout mon avenir, volé, 220 000 €. Le chiffre flottait dans l'air du bureau comme un fantôme. Lourd, impossible, dévastateur. J'avais calculé 120 000 € en virement dont je me souvenais. Mais 220 000 € signifiait qu'il y avait plus, beaucoup plus. Des choses que je ne savais même pas qui s'étaient produites. Des vols silencieux pendant que je dormais, confiante, croyant que mon fils était juste gâté, pas un délinquant. Comment? Ma voix sortit comme un murmure rauque. Comment est-ce possible, autant d'argent? L'avocate Sylvie Moreau ajusta ses lunettes et désigna les documents éparpillés sur son bureau. En plus des virements réguliers que vous avez autorisés, il y a 3 prêts personnels à votre nom. Le premier, il y a 2 ans, pour 45 000 €. Le deuxième, il y a 1 an, pour 35 000 €. Le troisième, il y a 6 mois, pour 30 000 €. Aucun n'a été remboursé. Ils sont tous à votre nom. Vous devez 110 000 € de prêts que vous n'avez jamais demandé. Je me pris la tête entre les mains. 110 000 € de dettes. Des dettes qui affecteraient mon historique de crédit. Des dettes qui me poursuivraient jusqu'à ce que je les paie. Des dettes que je n'avais pas contractées. Mais je n'ai jamais rien signé. Je ne suis jamais allée à la banque. Ce n'était pas nécessaire. Votre fils avait accès à votre banque en ligne. Avec ça, avec votre numéro de sécurité sociale, qu'il connaît évidemment, et avec vos données personnelles, il a pu tout demander par voie électronique.
Les banques approuvent des prêts en ligne de manière routinière si l'historique de crédit est bon. Et le vôtre était excellent, jusqu'à maintenant. Sylvie fit une pause, laissant l'information s'imprégner. Mais il y a plus. Je vois ici que vous avez une carte de crédit professionnelle que vous n'avez jamais utilisée. Vous souvenez-vous l'avoir demandée? J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais eu de carte professionnelle. Je travaille comme directrice, je n'ai pas d'entreprise. Eh bien, quelqu'un en a demandé une à votre nom il y a 14 mois. Plafond de crédit de 40 000 €. Elle est complètement utilisée. Vous devez 38 000 € avec les intérêts. Sylvie me montra le relevé de compte. Il y avait mon nom, mon numéro d'identification, mais les dépenses provenaient de restaurants chers, de boutiques de luxe, d'hôtels 5 étoiles. Rien que je n'aurais jamais acheté. 38 000 € de plus, murmurai-je, faisant le calcul mental. 110 000 € de prêt, 38 000 € de la carte professionnelle, 148 000 € supplémentaires au virement régulier, tout volé, tout à mon nom, toute ma responsabilité légale. Que dois-je faire? Comment puis-je m'en sortir? Sylvie se renversa dans son fauteuil, l'expression sérieuse, mais déterminée. Premièrement, nous déposons une plainte pour fraude auprès de la police. Avec ces preuves, il est clair qu'il y a eu usurpation d'identité et utilisation non autorisée d'informations financières. Deuxièmement, nous notifions formellement aux banques que vous êtes victime de fraude, ce qui déclenche des enquêtes internes et peut potentiellement vous libérer de certaines dettes. Troisièmement, nous demandons des ordonnances de restriction financière pour empêcher votre fils de continuer à accéder à l'un de vos comptes ou informations. Et quatrièmement, elle fit une pause significative. Quatrièmement, nous intentons une action civile en restitution de fonds. Poursuivre mon fils. Les mots me semblaient étranges, impossibles, comme si je parlais une autre langue. Madame Amélie, votre fils vous a volé. Il ne vous a pas emprunté. Il n'y a pas eu de malentendu. Il vous a volé systématiquement pendant des années. Il a falsifié des documents, commis une fraude. Et s'il ne fait pas face à des conséquences légales, il continuera à le faire. Peut-être pas à vous si vous parvenez à vous protéger, mais à quelqu'un d'autre. À Élodie, quand elle n'aura plus d'argent. À de futurs employeurs. À n'importe qui. Les gens comme ça n'arrêtent seulement pas tout seuls. Ils ont besoin que la loi les arrête. Sylvie se pencha en avant. Mais je comprends que c'est votre fils. Et je comprends que c'est dévastateur. La décision vous appartient donc. Je peux vous aider à récupérer votre argent et à protéger vos actifs. Ou simplement, à vous protéger sans chercher de restitution. C'est à vous de décider. J'ai fermé les yeux. J'ai vu Antoine à 3 ans, me serrant dans ses bras, me disant que j'étais la meilleure maman du monde. J'ai vu Antoine à 10 ans, pleurant quand je l'ai défendu contre des enfants qui le harcelaient à l'école. J'ai vu Antoine à 18 ans, recevant son diplôme universitaire avec mon nom dans les remerciements. À quel moment cet enfant est-il devenu ça? À quel moment l'amour s'est-il transformé en exploitation? J'ai ouvert les yeux. Faites tout. La plainte, les notifications, la poursuite. Tout. Parce que vous avez raison. Si je n'arrête pas ça maintenant, il n'arrêtera jamais. Et je n'ai plus de fils. Ce que j'avais était une illusion. Le vrai Antoine est mort il y a longtemps. Ou peut-être n'a-t-il jamais existé. Sylvie hocha la tête avec approbation. Il nous faudra du temps pour tout préparer. Environ 3 ou 4 jours. En attendant, vous ne répondez à aucun de ces appels, vous ne répondez à aucun message, vous ne le rencontrez sous aucun prétexte. S'il se présente chez vous, n'ouvrez pas la porte. Si vous le voyez dans la rue, partez. 0 contact. Compris? Compris. Parfait. Maintenant, il y a autre chose que vous devez savoir. Sylvie sortit un autre document du dossier. En examinant les mouvements de la carte professionnelle, je vois que de nombreuses dépenses proviennent d'une bijouterie spécifique. 25 000 € d'achat à la bijouterie, le Diamant Royal, au cours des 6 derniers mois. Avez-vous une idée de ce qu'il a pu y acheter?
J'ai ressenti une pointe de quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. La bague de fiançailles d'Élodie, les boucles d'oreilles qu'elle portait au dîner de Noël, la montre en or qu'Antoine a étrenée pour son anniversaire. Tout avec mon argent, avec mon crédit volé. Exactement. Et cela nous donne plus de preuves. Je vais demander les registres détaillés de ces achats. Si nous pouvons prouver que les articles achetés sont en possession d'Antoine et d'Élodie, cela renforce considérablement le dossier. Sylvie prit rapidement des notes. J'ai aussi besoin que vous réfléchissiez. Y a-t-il quelque chose de valeur que vous ayez donné à votre fils? Propriété, voiture, tout ce qui est à son nom ou que vous avez payé. La voiture qu'il utilise est la mienne. Elle est à mon nom. Je l'ai achetée il y a 4 ans et je paie l'assurance. Chaque mot me faisait mal. Chaque révélation de ma propre stupidité était une nouvelle blessure. Bien, cette voiture est à vous et vous avez le droit de la récupérer. Je vais inclure cela dans les actions en justice. Autre chose? J'ai réfléchi intensément, passant en revue mentalement des années de cadeaux, de paiements, de choses que j'avais achetées pour Antoine. Les meubles de son appartement. Je les ai tous achetés. J'ai les factures. Elles sont à mon nom. Parfait. Ceux-là aussi sont récupérables. Madame Amélie, quand ce processus sera terminé, votre fils n'aura presque plus rien. Il perdra la voiture, les meubles et fera probablement face à des accusations criminelles. Êtes-vous prête pour ça? Parce qu'une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai respiré profondément. J'ai pensé à ces 220 000 €, à mon avenir volé, à ma retraite ruinée, à des années de travail jetées à la poubelle par la cupidité de mon propre fils. Oui, je suis prête. Qu'il assume les conséquences de ce qu'il a fait. Je suis sortie du bureau de Sylvie 3 heures plus tard, avec un dossier rempli de documents à signer, d'instructions à suivre et un rendez-vous au commissariat de police pour le lendemain. Ma voisine Isabelle m'attendait à la réception avec 2 cafés qu'elle avait achetés au café du coin. Elle m'en a tendu un sans rien dire. Nous avons marché en silence jusqu'à ma voiture. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle finalement quand nous étions assises, ceinture bouclée, mais sans encore démarrer. Comme si on m'avait vidé de l'intérieur. Comme si tout ce que je croyais était un mensonge. Comme si toute ma vie était une mauvaise blague. J'ai pris une gorgée de café. Il était amer comme tous ces derniers temps. Mais je me sens aussi, je ne sais pas, libérée. Est-ce possible? Se sentir détruite et libérée en même temps? Bien sûr que c'est possible. Parce que tu vois enfin la vérité. Et la vérité, même si elle fait mal, te rend libre. Isabelle a posé sa main sur la mienne. Amélie, ce qui s'en vient ne sera pas facile. Antoine va attaquer. Il va pleurer, supplier, menacer. Il va dire que tu es cruelle, que tu le détruis, que tu n'as jamais été une bonne mère. Il va essayer de te manipuler de toutes les manières possibles. Tu dois être prête à rester ferme. Je le sais, et je le ferai. Parce que je n'ai plus rien à perdre. Il m'a déjà tout pris. J'ai démarré la voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique, mon esprit traitant tout ce que j'avais découvert. 220 000 €. Une fraude. Un fils qui s'est avéré être un étranger dangereux. Quand je suis arrivée à mon appartement, il y avait quelque chose de collé sur ma porte. Une enveloppe blanche avec mon nom écrit de la main d'Antoine. Je l'ai arrachée avec des mains tremblantes et l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre manuscrite. J'ai commencé à lire. « Maman, je sais que tu es fâchée. Je sais que tu as annulé les virements pour nous punir. Mais ça va trop loin. Élodie et moi n'avons pas d'argent pour manger. Le propriétaire va nous expulser demain. Ma voiture a été mise en fourrière pour défaut de paiement de l'assurance. Nous sommes désespérés. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Je ne te demande pas 40 000 €. Je demande juste que tu réactives les virements normaux. Nous en avons besoin pour survivre. Si tu m'as jamais aimé, si j'ai jamais compté pour toi, aide-nous. Ton fils qui t'aime. Antoine. » J'ai déchiré la lettre en petits morceaux. Je les ai jetés à la poubelle et je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni pitié,
ni amour, rien. Parce que le fils que j'aimais, s'il a jamais existé, était déjà mort. Le commissariat de police sentait le vieux café et le désinfectant. Je me suis assise sur une chaise en plastique dur dans la salle d'attente, serrant le dossier avec toutes les preuves contre ma poitrine, comme une bouée de sauvetage. Isabelle, ma voisine, était assise à côté de moi en silence. Sa seule présence était un réconfort. À 9h du matin, un officier nous a appelés. « Amélie Lefebvre ?» Un homme d'une quarantaine d'années, en uniforme impeccable, nous a fait signe. « Je suis l'inspecteur Laurent Fournier. Entrez, s'il vous plaît. » Nous sommes entrés dans un petit bureau aux murs gris et un bureau rempli de dossiers. L'inspecteur Fournier s'est assis et a ouvert un nouveau carnet. « Je comprends que vous venez déposer une plainte pour fraude financière. Racontez-moi tout depuis le début. » Et je lui ai raconté, encore une fois, chaque détail, chaque virement, chaque faux prêt, chaque mensonge, chaque trahison. L'inspecteur prenait des notes sans interrompre, son visage professionnel et neutre. Quand j'ai eu fini, il a examiné les documents que j'avais apportés un par un avec une attention méticuleuse. « Madame Lefebvre, c'est grave, très grave. Nous parlons d'usurpation d'identité, de falsification de documents, de vol aggravé car il s'agit d'un membre de la famille avec un accès privilégié. » Il a levé les yeux. « Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre ? Une fois que vous aurez déposé cette plainte formellement, il y aura un processus légal qui ne pourra pas être arrêté. Votre fils pourrait faire face à des accusations criminelles. La prison. » Le mot prison m'a frappé comme de l'eau froide. Antoine, en prison. Mon fils dans une cellule. Mais ensuite, j'ai pensé aux 220 000 €, aux années de manipulation, aux tentatives de me voler davantage pendant que je dormais. « Je suis sûr. » L'inspecteur a hoché la tête. « Très bien. Je vais prendre votre déposition officielle et nous allons commencer l'enquête. J'aurai également besoin que vous identifiez formellement votre fils. Avez-vous une photo récente ? » J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes. J'ai cherché dans ma galerie. Il était là, Antoine, sur sa dernière photo d'anniversaire, souriant avec cette montre en or qu'il avait achetée avec mon crédit volé. J'ai montré l'écran à l'inspecteur. « Antoine Lefebvre, 32 ans. » L'inspecteur a copié l'information. « Et la complice ? Élodie Martin. » J'ai cherché une photo où ils étaient ensemble. Élodie avec son sourire parfait, ses boucles d'oreilles chères, son air de supériorité. Tout payé avec mon argent volé. L'inspecteur a pris des photos des deux images avec son téléphone officiel. « Bien. L'enquête commencera aujourd'hui. Nous allons demander les relevés bancaires complets. Nous allons vérifier les adresses IP des accès en ligne. Nous allons vérifier chaque transaction. Cela prendra quelques semaines. Mais je vous promets que nous le ferons de manière exhaustive. Et pendant ce temps, mon fils peut continuer à accéder à mes comptes ? Il peut continuer à commettre d'autres fraudes ? » La paranoïa me serrait la poitrine. « Avec cette plainte officielle, vous avez une base légale pour que les banques gèlent tout accès qu'ils pourraient avoir. Votre avocate peut s'en charger immédiatement. Je vous recommande également de changer tous vos mots de passe, numéro de sécurité, questions secrètes, tout. Partez du principe qu'il connaît toutes vos informations et agissez en conséquence. » Je suis sortie du commissariat 2 heures plus tard, avec une copie de la plainte officielle, un numéro de dossier et un poids énorme sur l'estomac. C'était réel. J'avais dénoncé mon propre fils à la loi. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ma voisine Isabelle m'a emmenée directement à l'agence bancaire. Nous avons demandé à parler au directeur. Nous lui avons montré la plainte de police. Nous lui avons montré toutes les preuves. Le directeur, un homme plus âgé nommé Orlando, a tout examiné avec une expression de plus en plus sombre. « Madame Lefebvre, je suis profondément désolée que cela soit arrivé. Nous allons lancer notre propre enquête interne. En attendant, je vais fermer tous vos comptes actuels et en ouvrir de nouveaux, avec des numéros complètement différents. Je vais annuler toutes les cartes associées. Je vais révoquer tout accès de tiers. Et nous allons examiner la possibilité d'annuler certaines des dettes frauduleuses. » Certaines ?
ai-je demandé. Pas toutes? Orlando a soupiré. C'est compliqué. Les prêts ont été demandés avec vos identifiants légitimes. Techniquement, la responsabilité vous incombe de ne pas avoir protégé vos informations. Mais étant donné qu'il y a une plainte de police formelle et des preuves claires de fraude, nous pouvons plaider auprès de notre service juridique que vous avez été victime. Je ne vous garantis rien, mais je ferai de mon mieux. Ce n'était pas la réponse que je voulais, mais c'était mieux que rien. J'ai passé les 3 heures suivantes à fermer des comptes, en ouvrir de nouveaux, changer des mots de passe, signer des documents. Quand nous sommes sortis de la banque, j'étais mentalement épuisée. Mais au moins, je savais qu'Antoine ne pouvait plus toucher à mon argent. Cette partie était protégée. « Tu as besoin de manger quelque chose ?» a dit Isabelle alors que nous marchions vers le parking. « Allons déjeuner, c'est moi qui invite. » Nous sommes allés dans un petit restaurant familial près de chez moi. J'ai commandé une soupe, mais j'ai à peine pu en manger 2 cuillerées. Mon estomac était noué. Isabelle a mangé en silence, respectant mon besoin de tout digérer. Nous étions en train de finir quand mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. « Amélie, c'est Élodie. Je sais que tu as bloqué nos numéros, mais j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. C'est important. Antoine est détruit. Il n'a pas mangé depuis 2 jours. Il pleure tout le temps. Il dit qu'il t'a perdu pour toujours. S'il te plaît, ne serait-ce que 5 minutes. Parle-lui, s'il te plaît. » J'ai effacé le message sans répondre. J'ai bloqué le numéro. 30 secondes plus tard, un autre message d'un autre numéro inconnu. « Maman, c'est moi. Élodie m'a prêté son téléphone. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça. J'ai fait des erreurs, je l'admets. Mais je ne mérite pas que tu me détruises comme ça. Je ne mérite pas de me retrouver à la rue. On va perdre l'appartement demain. Où allons-nous dormir? Dans la rue comme des sans-abri? C'est ça que tu veux pour ton fils? Maman, s'il te plaît, je t'en supplie. » J'ai bloqué ce numéro aussi. Mais les messages n'ont pas cessé. Ils arrivèrent de différents numéros toutes les quelques minutes. Certains d'Antoine, d'autres d'Élodie, tous avec le même ton désespéré, manipulateur, cherchant à me faire culpabiliser. « Tu sais ce que ça signifie ?» a dit Isabelle en lisant les messages par-dessus mon épaule. « Ça signifie qu'ils ressentent déjà les conséquences. L'expulsion est réelle, le manque d'argent est réel, et ils sont terrifiés. Bien. Qu'ils ressentent la peur que tu as ressentie toutes ces années. Elle avait raison, mais ça faisait quand même mal. Ça faisait mal de savoir que mon fils souffrait, même si c'était par ses propres actions. Ça faisait mal d'imaginer son visage paniqué, en réalisant que maman n'était plus là pour le sauver. Tout faisait mal, mais la douleur n'allait pas me faire changer d'avis. Cet après-midi-là, quand je suis rentrée chez moi, quelqu'un m'attendait dans le couloir devant ma porte. Antoine était assis par terre, le dos contre le mur, les vêtements froissés, les cheveux en désordre, les yeux rouges. Il avait l'air terrible, hagard, détruit. Quand il m'a vue, il s'est levé d'un bond. « Maman, Dieu merci, je pensais que tu n'arriverais jamais. » Il a tenté de s'approcher, mais j'ai reculé instinctivement. Il s'est arrêté, l'air blessé. « Maman, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire, Antoine. » Ma voix est sortie plus froide que je ne l'aurais cru, plus ferme. « Va-t'en d'ici. Maman, s'il te plaît, 5 minutes. Juste 5 minutes. » Il avait les larmes aux yeux. Des larmes qui m'auraient pas fait fondre avant, mais qui maintenant me semblaient juste un autre tour, une autre manipulation. « Je sais que tu es fâché pour l'histoire de l'argent, mais je peux expliquer. Je peux tout expliquer. » « Expliquer quoi ?» l'ai-je confronté directement, sentant la rage commencer à remplacer la douleur. « Expliquer les 220 000 € que tu m'as volés? Expliquer les prêts frauduleux? Expliquer la tentative de vol de 18 000 € il y a 2 jours? Vas-y Antoine, explique-moi. Ça va être très intéressant. » Son visage a pâli. « Comment sais-tu pour les prêts? » « Parce que je suis allée à la banque. Parce que j'ai vérifié chaque mouvement sur mon compte. Parce que j'ai découvert tout ce que tu as fait pendant des années, pendant que je travaillais comme une imbécile pour te donner une vie que tu n'as jamais méritée.
Ma voix tremblait de fureur contenue. 3 prêts, Antoine. 110 000 € de prêts que je n'ai jamais autorisés. Une carte professionnelle que je n'ai jamais demandée, avec 38 000 € de dette. Tout à mon nom, toute ma responsabilité, tout volé par toi. Maman, j'allais tout rembourser, je te le jure. J'avais juste besoin de temps. Les choses se sont compliquées, les affaires n'ont pas marché comme prévu. Mais j'allais te rendre jusqu'au dernier centime. Quelles affaires, Antoine? Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'affaires, tu vis en me volant. Je me suis approchée de lui, le regardant droit dans les yeux. Et le pire, c'est que tu n'as même pas le courage de l'admettre. Tu continues de mentir, tu continues de manipuler, tu continues de croire que tu peux me tromper. Ce n'est pas ça, maman. Écoute, Élodie et moi avons investi cet argent. Nous avons essayé de faire fructifier le capital pour pouvoir te le rendre multiplié, pour te surprendre. Mais les investissements ont échoué. Nous avons tout perdu. Ce n'était pas de notre faute. J'ai ri. Un rire amer, vide, plein de mépris. Investir? Tu appelles ça investir? Dépenser 25 000 € dans une bijouterie? Investir dans des hôtels 5 étoiles et des restaurants de luxe? J'ai vu les relevés de compte, Antoine. J'ai vu chaque centime que tu as dépensé. Il n'y a pas eu d'investissement. Il y a eu des caprices. Il y a eu du luxe. Il y a eu une vie que tu ne pouvais pas te permettre. Alors tu as décidé de me voler la mienne. Antoine a ouvert la bouche pour répondre. Mais rien n'est sorti. Je l'ai vu chercher un autre mensonge, une autre excuse, une autre façon de me manipuler. Mais cette fois, il n'y avait rien à dire. Je l'avais coincé. Finalement, après des années, je l'avais pris la main dans le sac, et il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Maman, d'accord, tu as raison, je l'admets. J'ai dépensé l'argent, je l'ai mal dépensé. Mais je l'ai fait parce qu'Élodie vient d'une famille riche, et je voulais lui prouver que je pouvais lui offrir ce niveau de vie. Je voulais qu'elle me voie comme son égale. Je voulais qu'elle me respecte. Alors tu m'as volé pour impressionner ta petite amie. Les mots sont sortis lentement, chacun chargé d'incrédulité. Tu as détruit mon avenir financier pour acheter l'amour d'une femme. Tu ne comprends pas, maman? Élodie allait me quitter. Elle m'a dit que si je ne pouvais pas bien l'entretenir, elle trouverait quelqu'un qui le pourrait. Je ne pouvais pas la perdre. Je l'aime. J'ai fait ce que je devais faire. Et voilà. La vérité nue. Antoine n'a pas volé par nécessité. Il a volé par vanité, par peur, par faiblesse. Il a choisi une femme qui le faisait chanter émotionnellement, plutôt que sa propre mère. Et il ne ressentait pas le moindre remords réel. Il regrettait seulement d'avoir été découvert. « J'ai déjà déposé une plainte auprès de la police », dis-je d'une voix plate, sans émotion. « Usurpation d'identité, vol aggravé, falsification de documents. L'inspecteur Laurent Fournier enquête sur chaque transaction. J'ai aussi intenté une action civile en restitution de fonds. Tu vas devoir rendre chaque centime que tu as volé, et tu iras probablement en prison. » La couleur a complètement disparu de son visage. « Quoi? Non, non, maman, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils, ton unique fils. Tu ne peux pas me mettre en prison. Ce n'est pas moi qui te mets en prison. C'est toi-même qui t'y es mis quand tu as décidé de me voler pendant des années. Quand tu as falsifié des prêts, quand tu as tenté de vider mon compte pendant que je dormais. Les actions ont des conséquences, Antoine. Tu vas enfin l'apprendre. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie, retire la plainte. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je travaillerai, je te rembourserai tout. Mais ne me fais pas ça. Une condamnation pénale ruinera ma vie pour toujours. Je ne trouverai jamais un travail décent. Je ne pourrai jamais... Tu ne pourras jamais quoi? Continuer à vivre dans le luxe sans travailler? Parfait. C'est exactement le but. J'ai sorti les clés de mon appartement. Maintenant, va tendre ma porte et ne reviens pas. Si je te vois près de chez moi encore une fois, j'appelle la police et je demande une ordonnance restrictive. Maman, attends, attends. Il m'a attrapé par le bras. Son contact m'a brûlé comme du feu. Je l'ai repoussé brusquement.
Au moins, donne-moi un peu d'argent pour cette semaine. Pour manger. Élodie et moi n'avons pas bien mangé depuis des jours. S'il te plaît. Je l'ai regardé dans les yeux. Ces yeux que je connaissais depuis sa naissance. Ces yeux qui m'avaient autrefois regardé avec un amour pur. Maintenant, je ne voyais que du désespoir et de la manipulation. Non, tu ne vas pas laisser ton fils mourir de faim. Mon fils est mort. L'homme qui se tient devant moi est un voleur qui partage mon sang, c'est tout. Et les voleurs ne méritent pas ma compassion. J'ai ouvert la porte de mon appartement, je suis entrée et je l'ai refermée à son nez. J'ai entendu sa voix de l'autre côté, suppliant, pleurant, frappant à la porte. Mais je n'ai pas ouvert. Je suis restée là, le dos contre la porte, sentant chaque coup comme un écho de mon cœur brisé. Après 10 minutes, les coups ont cessé. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. J'ai entendu l'ascenseur s'ouvrir et se fermer. Silence. Enfin, silence. Je me suis laissée glisser le long de la porte, jusqu'à être assise par terre, serrant mes genoux. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu. J'ai pleuré pour les années gâchées. J'ai pleuré pour l'illusion brisée de ce que je croyais être ma famille. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mon téléphone a sonné. C'était l'avocate Sylvie Moreau. « Amélie, j'ai des nouvelles. La banque a accepté d'enquêter sur les prêts frauduleux. Si l'enquête policière confirme la fraude, la banque absorbera la plupart des dettes. Nous avons aussi récupéré votre voiture. Elle était garée devant l'appartement d'Antoine. Elle est déjà en dépôt à votre nom. Et j'ai une ordonnance du tribunal pour récupérer les meubles que vous avez achetés. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Vraiment? Vraiment. Les choses avancent, Amélie. La justice arrive. Lentement. Mais elle arrive. J'ai raccroché et j'ai respiré profondément. Je me suis levée du sol, je me suis lavé le visage, et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait était différente, plus vieille, plus fatiguée, mais aussi plus forte, plus libre, plus moi. 3 semaines ont passé. 3 semaines de silence de la part d'Antoine et d'Élodie. 3 semaines de réunions avec des avocats, des policiers, des directeurs de banque. 3 semaines à reconstruire ma vie, morceau par morceau. Et pendant ces 3 semaines, j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais imaginées possibles. L'avocate Sylvie Moreau m'a convoquée à son bureau un mardi après-midi. Quand je suis arrivée, il y avait une autre personne avec elle. Un jeune homme avec des lunettes et un ordinateur portable ouvert sur la table. Voici Renato, notre enquêteur financier. Il a des informations importantes. Renato m'a salué d'une poignée de main professionnelle et est allé droit au but. Madame Lefebvre, nous avons suivi la trace de l'argent que votre fils a retiré de vos comptes et nous avons découvert quelque chose qui change complètement l'affaire. Il a tourné l'ordinateur portable vers moi. Sur l'écran, une série de virements, de dates, de montants. Au cours des 8 dernières années, Antoine n'a pas seulement dépensé votre argent. Il l'a aussi utilisé pour investir dans l'immobilier. L'immobilier? Je ne comprends pas. Il est locataire. Exactement. Il est locataire parce que les biens qu'il a achetés ne sont pas à son nom. Ils sont au nom d'Élodie. Renato a ouvert un autre fichier. Des photos d'actes de propriété. Il y a 5 ans, il a acheté un petit appartement dans le nord de la ville. Prix 75 000 €. L'argent provenait d'un prêt qu'il a contracté à votre nom. L'appartement est enregistré comme propriété d'Élodie Martin. J'ai eu le souffle coupé. 75 000 € de mon argent, utilisé pour acheter un bien immobilier, à Élodie. Il y en a d'autres? Oui. Il y a 3 ans, ils ont acheté un local commercial. 110 000 €. Également avec un prêt à votre nom, que vous n'avez jamais autorisé. Le local est actuellement loué et génère un revenu mensuel de 1 800 €. Revenu qui va directement sur le compte d'Élodie. Renato a continué à me montrer des documents. Et il y a 1 an, ils ont acheté un terrain en bord de mer. 55 000 €. Encore une fois, votre argent. Propriété d'Élodie. J'ai fait le calcul mental rapidement. 75 plus 110 plus 55.
240 000 € en biens immobiliers. Presque tout l'argent qu'il m'avait fait voler avait été utilisé pour construire un empire immobilier, au nom d'Élodie. Ils ont planifié ça depuis le début, murmurai-je, sentant la trahison s'enfoncer encore plus profondément. Ce n'était pas une dépense impulsive, c'était un plan. Un plan pour me voler et s'enrichir. L'avocate Sylvie a hoché la tête, l'air sérieux. Exactement. Cela transforme l'affaire de simple fraude en association de malfaiteurs. Élodie n'est pas seulement une complice passive, elle est une participante active. Elle savait parfaitement que ses biens étaient achetés avec de l'argent volé. En fait, il y a des preuves qu'elle est celle qui a conçu tout le plan. Des preuves ? Renato a ouvert un autre dossier. Nous avons trouvé des emails entre Élodie et Antoine datant d'il y a 6 ans, avant qu'ils ne se rencontrent officiellement. Il s'avère qu'ils se sont rencontrés sur un forum en ligne, sur la gestion des finances familiales. Élodie a écrit en privé à Antoine, après qu'il a mentionné que sa mère avait de bonnes économies. Voici le premier message. Il a lu depuis l'écran. « Antoine, j'ai vu ton commentaire sur ta mère. Si tu es intelligent, tu peux utiliser cette relation à ton avantage. Les personnes âgées sont faciles à manipuler émotionnellement. Je peux t'apprendre comment. » Les mots m'ont frappé comme des coups de poing. Tout était un mensonge. Tout, depuis le début. Élodie n'est pas tombée amoureuse d'Antoine. Elle l'a spécifiquement recherché parce que j'avais de l'argent. Et Antoine, mon propre fils, a accepté le plan. Il a accepté de me vendre. Il a accepté de me détruire. Il y a plus, a poursuivi Renato. Élodie a un casier. Avant Antoine, elle a été fiancée à 2 autres hommes. Tous 2 se sont retrouvés avec des dettes massives et des biens transférés à son nom. L'un d'eux a porté plainte, mais elle s'est enfuie avant le procès. Elle a changé de ville, a partiellement changé d'identité et a recommencé avec Antoine. C'est une escroc professionnelle, dis-je, plus pour moi-même que pour eux. Et mon fils est son complice volontaire. Oui, mais maintenant, nous avons des preuves solides. Email, virements, actes de propriété, tout est lié. Le parquet prépare des accusations formelles, non seulement pour fraude, mais pour association de malfaiteurs. Nous parlons de peines de prison sérieuses, entre 5 et 10 ans pour chacun. 10 ans. Antoine pourrait passer 10 ans en prison. Une partie de moi, la mère qui vivait encore dans un coin de mon cœur, a ressenti de la douleur. Mais la plus grande partie, celle qui avait été volée, trahie, systématiquement détruite, a ressenti du soulagement. Justice. Enfin, la justice. Et les biens ? Ai-je demandé. Puis-je les récupérer ? Absolument. Étant donné qu'ils ont été achetés avec des fonds obtenus illégalement de vous, les biens peuvent être saisis et transférés à votre nom, en guise de restitution partielle. Vous ne récupérerez pas tout l'argent que vous avez perdu, mais vous en récupérerez une bonne partie. L'avocate Sylvie a souri pour la première fois depuis des semaines. « Amélie, vous allez vous en sortir. Pas indemne, mais vous allez vous en sortir. Et ils vont payer. » Je suis sortie de cette réunion en ressentant quelque chose d'étrange. Pas du bonheur exactement, mais un sentiment que les choses s'équilibraient enfin. L'univers corrigeait l'injustice. La balance se rééquilibrait. Ce soir-là, ma voisine Isabelle est venue à mon appartement avec du vin et de la nourriture chinoise. « Célébrons », dit-elle en levant son verre. « À la justice, au nouveau départ, à Amélie, la femme la plus forte que je connaisse. » Nous avons trinqué, mangé, parlé de tout sauf d'Antoine. C'était la première nuit depuis des mois où j'ai ri sincèrement, où j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix, où j'ai imaginé un avenir qui n'incluait pas une douleur constante. Le lendemain, l'inspecteur Fournier m'a appelé. « Madame Lefebvre, j'ai des nouvelles. Nous allons arrêter Antoine et Élodie demain matin. Accusation formelle de fraude, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Les charges sont suffisamment graves pour qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une libération sous caution immédiate. Ils passeront au moins quelques jours en détention en attendant leur audience. »« Je comprends, dis-je, sentant un nœud dans mon estomac malgré tout.
Avez-vous besoin de quelque chose de moi? Juste que vous soyez préparés. Il est probable qu'ils essaient de vous contacter depuis la prison. Appels, messages par des tiers. Ne répondez pas. Toute communication peut compliquer l'affaire. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai aucune intention de leur parler. Plus jamais. L'inspecteur a fait une pause. Madame Lefebvre, je sais que c'est incroyablement difficile. C'est votre fils. Mais je veux que vous sachiez que vous faites ce qu'il faut. Les gens comme eux n'arrêtent pas tant que quelqu'un ne les arrête. Vous ne vous protégez pas seulement vous-même, vous protégez de futures victimes. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon canapé, regardant par la fenêtre. Demain, ils arrêteraient Satr et mon fils. Demain, il dormirait dans une cellule. Demain, sa vie telle qu'il la connaissait se terminerait. Et j'en étais responsable. J'avais mis en branle la chaîne d'événements qui le mèneraient en prison. Je me sentais coupable. J'ai cherché en moi, m'attendant à trouver du remords, de la douleur, du doute. Mais il n'y avait rien. Juste un vide tranquille, où vivait autrefois mon amour de mère. Antoine avait tué cet amour avec chaque mensonge, avec chaque vol, avec chaque trahison. Et maintenant, j'enterrais le cadavre. Le lendemain matin est arrivé trop vite. Je me suis réveillée tôt, incapable de continuer à dormir. J'ai préparé du café. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai attendu. À 9h15, mon téléphone a sonné. C'était l'inspecteur Fournier. Ils sont en garde à vue, tous les deux. Antoine a été arrêté à l'appartement. Élodie a tenté de s'enfuir par la fenêtre arrière, mais nous l'avons attrapée. Elle est en route pour le commissariat maintenant. Merci de m'avoir informée. Madame Lefebvre, une dernière chose. Quand nous avons arrêté Antoine, il a demandé s'il pouvait vous appeler. Nous lui avons dit non. Il a pleuré. Il a dit que vous étiez la seule chose qu'il avait, que vous l'aviez abandonné au moment où il avait le plus besoin de vous. Je veux juste que vous le sachiez, au cas où il essaierait de vous manipuler plus tard. Ça ne marchera pas. Mais merci de me le dire. J'ai raccroché et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. La femme qui me regardait ne ressemblait plus à l'Amélie d'il y a 1 mois. Cette Amélie avait des limites. Cette Amélie ne se laissait pas manipuler. Cette Amélie choisissait sa propre paix plutôt que le drame des autres. Et pour la première fois, en 63 ans, ça faisait du bien. 6 mois plus tard, j'étais assise dans la salle d'audience, attendant le verdict final. L'avocate Sylvie Moreau était à côté de moi, révisant des documents de dernière minute. Ma voisine Isabelle me serrait la main avec une force réconfortante. De l'autre côté de la salle, Antoine et Élodie étaient assis avec leurs avocats, vêtus de vêtements formels, qui n'avaient non plus l'éclat d'antan. Antoine avait l'air mince, hagard, avec des cernes profonds. Élodie gardait la tête haute, mais ses mains tremblaient, visiblement. Au cours de ces 6 mois, beaucoup de choses s'étaient me passées. Le procès a été long, compliqué, rempli de témoignages et de preuves. Renato, l'enquêteur financier, a présenté chaque email, chaque virement, chaque document, prouvant la conspiration. Le procureur a montré au jury les biens achetés avec mon argent volé, les relevés bancaires qui démontraient le schéma systématique de fraude sur 8 ans. Tout était là, clair comme de l'eau de roche, impossible à nier. Les avocats d'Antoine ont tenté de faire valoir qu'il avait été manipulé par Élodie, qu'il était une victime autant que moi. Mais les emails racontaient une autre histoire. Antoine n'a pas seulement accepté le plan d'Élodie, il l'a amélioré, suggérant des moyens d'extraire plus d'argent, proposant des schémas plus élaborés, célébrant chaque vol réussi comme un accomplissement professionnel. Il n'était pas une victime, il était un participant enthousiaste. Élodie, de son côté, a tenté de dire qu'elle ne savait pas que l'argent était volé, qu'Antoine lui avait dit que j'avais donné ma bénédiction pour les investissements, que les biens à son nom étaient des cadeaux de ma part pour leur future famille. Mais quand le procureur a présenté ses antécédents, quand il a montré qu'elle avait fait exactement la même chose avec 2 hommes précédents, quand il a lu les emails où elle concevait littéralement le plan de vol étape par étape, son histoire s'est complètement effondrée. Le juge, un homme plus âgé à l'expression sévère,
avait tout écouté avec une patience professionnelle. Maintenant, après 3 jours de délibération du jury, nous étions là, attendant le verdict qui changerait tout de façon permanente. « Levez-vous !» ordonna l'huissier. Nous nous sommes tous levés. Le juge est entré et s'est assis. Le jury est parvenu à un verdict. Veuillez le lire, s'il vous plaît. Le président du jury, une femme d'âge moyen avec des lunettes, se leva. Dans l'affaire de l'État contre Antoine Lefèvre et Élodie Martin, pour le chef d'accusation d'usurpation d'identité, nous déclarons les accusés coupables. Pour le chef d'accusation d'association de malfaiteurs, coupable. Pour le chef d'accusation de blanchiment d'argent, coupable. Pour le chef d'accusation de vol aggravé, coupable. Coupable. Coupable sur tous les points. J'ai entendu un sanglot étouffé du côté d'Antoine. J'ai vu Élodie s'effondrer sur sa chaise, le visage complètement blanc. Mais je n'ai rien ressenti. Juste ce vide tranquille qui était devenu ma nouvelle normalité. Le juge a frappé de son marteau. La peine des accusés sera prononcée dans 2 semaines. D'ici là, ils resteront en détention sans possibilité de libération sous caution. L'audience est levée. Je suis sortie du palais de justice avec mes 2 anges à mes côtés. Dehors, le soleil brillait de 1000 feux. C'était une belle journée, une journée qui promettait de nouveaux départs. « C'est fini », dis-je, plus pour moi-même que pour elle. « C'est enfin fini. Il reste encore la sentence », a prévenu l'avocate. « Mais avec ces verdicts, ils risquent entre 7 et 12 ans de prison chacun. Ils ne sortiront pas de sitôt. 12 ans. Quand Antoine sortirait de prison, j'aurais 75 ans. Il en aurait 44. Toute une vie se serait écoulée. Et honnêtement, je ne savais pas si je voudrais le voir alors. Je ne savais pas si je voudrais jamais le revoir. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou étrange. Je suis retournée travailler à la pharmacie. Mes collègues m'ont accueillie avec des accolades et des mots de soutien. La nouvelle du procès avait fait les gros titres locaux. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Mais personne ne me jugeait. Au contraire, ils m'admiraient pour avoir eu le courage de dénoncer. « Amélie, vous êtes une source d'inspiration », m'a dit mon patron, un homme de 50 ans nommé David. Beaucoup de gens dans votre situation se seraient laissés arrêter par la peur ou la culpabilité. Mais vous avez choisi votre dignité. Vous avez choisi la justice. Cela mérite le respect. Le jour de la sentence est arrivé. Cette fois, la salle était moins bondée. Seuls les directement impliqués, quelques journalistes et 1 ou 2 curieux. Le juge est entré, a examiné ses documents et a regardé directement Antoine et Élodie. « Antoine Lefèvre, Élodie Martin, levez-vous !» Ils se sont levés avec difficulté. J'ai examiné attentivement cette affaire. J'ai considéré les arguments de la défense. J'ai considéré vos histoires personnelles. Mais rien ne justifie ce que vous avez fait. Pendant 8 ans, vous avez conspiré pour voler systématiquement une femme travailleuse qui ne voulait que le meilleur pour son fils. Vous avez volé son argent. Vous avez volé sa confiance. Vous avez volé son avenir. Et vous l'avez fait sans remords, sans conscience, la traitant comme une ressource à exploiter plutôt qu'un être humain à respecter. Le juge a fait une pause, laissant ses mots peser dans l'air. « Élodie Martin, vous avez des antécédents de comportement similaires. Ce n'était pas une erreur, c'était votre mode de vie. Pour l'ensemble des chefs d'accusation, je vous condamne à 10 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé 7 ans. De plus, vous devrez restituer la totalité des biens obtenus frauduleusement à la victime. » Élodie s'est complètement effondrée, pleurant de manière hystérique. Ses avocats ont tenté de la calmer, mais c'était inutile. Le juge a continué, se tournant maintenant vers Antoine. « Antoine Lefèvre, votre cas est particulièrement répréhensible, car la victime était votre propre mère. La femme qui vous a élevé seule, la femme qui a tout sacrifié pour vous. Et vous l'avez trahie de la manière la plus cruelle qui soit. Pour l'ensemble des chefs d'accusation, je vous condamne à 8 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle,
avant d'avoir purgé 6 ans. De plus, vous devrez verser une restitution de 220 000 €, plus les intérêts et les dommages. » Antoine s'est tourné vers moi pour la première fois depuis des mois. Ses yeux ont cherché les miens, suppliants, désespérés, remplis de larmes. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais j'ai détourné le regard. Il n'y avait rien qu'il puisse dire que je veuille entendre. Rien qui ne puisse changer ce qu'il avait fait. Rien qui ne puisse réparer ce qu'il avait brisé. Les gardes les ont emmenés, menottés. Je les ai vus disparaître par la porte latérale de la salle et j'ai ressenti du soulagement. Un soulagement profond, libérateur, comme si un poids de 20 tonnes avait été soulevé de mes épaules. Ils étaient partis. Ils étaient enfin partis. Et j'étais libre. L'avocate Sylvie m'a serré dans ses bras. « Vous avez réussi, Amélie. Vous allez récupérer les biens. La banque a absorbé la plupart des dettes frauduleuses. Vous irez bien financièrement, émotionnellement. Vous irez bien. » Et elle avait raison. Au cours des mois suivants, les biens ont été transférés à mon nom. L'appartement, le local commercial, le terrain en bord de mer, tout était maintenant légalement à moi. J'ai vendu l'appartement et le terrain immédiatement. Je ne voulais rien qui me rappelle à eux. J'ai gardé le local car il générait un revenu bon et stable. J'ai utilisé cet argent pour reconstruire mon fonds de retraite qu'ils avaient détruit. J'ai recommencé à vivre, vraiment vivre. Pas seulement exister pour financer la vie des autres. J'ai pris des vacances pour la première fois en 20 ans. Je suis allée à la plage, j'ai lu des livres, je me suis fait de nouvelles amies. Je suis sortie dîner sans calculer chaque centime. Je me suis acheté de beaux vêtements. Je me suis teint les cheveux. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai aimé ce que j'ai vu. 1 an après le verdict, j'étais assise sur mon balcon, buvant mon café, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Normalement, je ne répondais pas, mais quelque chose m'a poussée à répondre cette fois. « Amélie ?» C'était une voix de jeune femme, nerveuse. « Je m'appelle Myriam. Je suis une amie d'Antoine. Il m'a donné votre numéro. Il dit qu'il a besoin de vous parler urgemment, que c'est important. Dites à Antoine que je n'ai rien à lui dire et qu'il ne doit plus jamais me contacter. » J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. Mon café était toujours chaud, mon balcon toujours ensoleillé, ma paix toujours intacte. Est-ce que je pardonnerai un jour à Antoine? Je ne sais pas. Peut-être que dans de nombreuses années, quand je serai vieille et proche de la fin, je trouverai un peu de compassion dans mon cœur. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Et ce n'est pas grave, parce que pardonner n'est pas obligatoire. Guérir, si. Et j'étais en train de guérir. J'ai appris quelque chose d'important dans tout ça. La famille ne peut pas être une monnaie d'échange. L'amour ne doit pas être assorti de conditions financières. Et moi, Amélie, je mérite le respect, la dignité et la paix. Il m'a fallu 63 ans pour l'apprendre, mais je l'ai finalement appris. Et si vous écoutez ceci et que vous avez vécu quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez. Vous n'êtes pas seul. Fixer des limites ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous protéger n'est pas de l'égoïsme. Et parfois, laisser partir, même sa famille, est l'acte le plus aimant que vous puissiez faire pour vous-même. J'ai choisi ma paix, et ce fut la meilleure décision de ma vie.